Oui, merci beaucoup, monsieur. Vous êtes non seulement un grand spécialiste, vous reposez sur vos recherches, mais vous avez aussi cet avantage de l'expérience de terrain qui fait que vos propos sont d'une très grande clarté. Alors, énormément de questions que j'avais, je les ai éliminées au fil du temps, puisque dans vos réponses, vous avez répondu très largement. J'aimerais quand même que vous reveniez sur deux points. Vous avez très justement parlé de cet équilibre nécessaire entre les minorités et aussi de cet équilibre avec les pays voisins. J'aimerais que vous parliez de cette relation avec Israël. On sait qu'il y a des frappes pratiquement quotidiennes dans le sud du pays. Et donc, comment ce pays peut-il se relever quand il continue à être attaqué de l'extérieur? Et aussi, j'aimerais que vous parliez peut-être de l'influence iranienne et turque. Vous avez déjà abordé le sujet par le biais, en effet, de la présence des Kurdes dans le nord du pays. Mais est-ce que là, on n'a pas une réaction d'Israël par rapport à, justement, cette influence turque ou iranienne et que finalement, la Syrie est le terrain de tension finalement entre ces pays. Et le deuxième point, vous avez abordé le redressement économique, bien évidemment qui passe par la reconstruction, mais comment peut-il y avoir une activité économique dans un pays qui est dans l'état où il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire de délitement total, de démolition en effet des infrastructures. Donc comment ces Syriens, même s'ils reviennent, notamment ceux du Liban, sont revenus, mais est-ce qu'ils ne sont pas repartis au Liban? Sont-ils restés? Parce que sont-ils en capacité de travailler finalement et d'avoir une activité? Et enfin, il y a un troisième point donc, que vous n'avez pas abordé jusqu'à présent, le seul d'ailleurs, sur les Captagons. C'était quand même un élément essentiel dans l'économie de Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, qu'en est-il de la production de cette drogue? Ben, je vais commencer par la fin, donc par le Captagon. Évidemment, c'était une des ressources principales du régime syrien, et c'était une façon aussi de maintenir ou de s'assurer, pardon, de la loyauté de pans de la population syrienne, toute confession confondue, parce que c'était une source de revenus. Donc, pour faire court, c'était géré directement par l'État syrien, par la 4e brigade du frère d'Assad. Quand Shara est rentré à Damas, il a fait un discours à la mosquée des Omeyyades, et il a parlé du Captagon, en disant on va mettre un terme au Captagon. Donc effectivement, la tête de réseau est tombée, mais sauf qu'il y a du stock. Donc ce qui dit il y a du stock, c'est que les petites mains qui vendaient pour la tête de réseau vendent pour leur compte aujourd'hui. Ils fabriquent encore? Ils vendent. Ils ne fabriquent plus? Il y a plus, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Parce que, par exemple, juste, c'est assez amusant de voir qu'on disait souvent le Captagon fabriqué par les djihadistes, et l'État islamique était battu, on n'a pas trouvé un seul laboratoire. Alors qu'en Syrie, dans chaque immeuble, il y avait un laboratoire pour le compte du régime. Donc, parenthèse fermée, je ne sais pas s'il y a encore de la fabrication, j'imagine que oui, mais pas à la même échelle. D'ailleurs, les Jordaniens continuent d'intercepter des drones qui portent, des petits drones qui portent du Captagon et qui essayent de passer de la frontière, donc surtout depuis la région de Souaïda. Et c'est pas pour dire que c'est les Druzes qui trafiquent le Captagon, c'est toute communauté confondue qui trafique le Captagon dans la zone, y compris les Bédouins. Et d'ailleurs, ça faisait partie des contentieux qui ont fait que ça a éclaté entre les Bédouins et les Druzes. Donc, il combat le Captagon, que ce soit à la frontière libanaise ou à la frontière jordanaise. Et d'ailleurs, c'est un dossier très important pour lui, parce que c'est un vrai problème pour les pays du Golfe. Donc, en parler et combattre, ça fait partie de sa stratégie de rapprochement, disons, avec les pays du Golfe et avec la Jordanie. La Jordanie, avec laquelle il a des accords qui sont qui marchent très bien. Sachant que le Premier ministre jordanien est druze lui-même, par exemple. L'autre question, c'était sur les choix des Israéliens. Donc oui, c'est un choix sécuritaire. Donc ce qui était plutôt compréhensible, le fait de détruire l'appareil militaire de l'armée syrienne le lendemain de la chute d'Assad,
Ils ne savaient pas qui allait mettre la main sur des missiles balistiques, etc. Même militairement parlant, c'est compréhensible. Mais ce qui n'est pas compréhensible, c'est que ça continue, surtout que les cibles qui sont frappées maintenant sont quasiment toujours des casernes vides, ou en tout cas, en parlant des facilités militaires, il n'y a plus grand-chose, quoi. Il n'y a plus grand-chose à taper. Et les incursions mettent à mal les efforts entrepris par Damas dans ce sens-là. En parlant avec des responsables assez haut placés à Damas, sans les citer nommément, parce que ça reste un sujet très sensible pour eux en interne, ce qu'ils demandent aujourd'hui des Israéliens, c'est un retour aux accords de 1974 et un retrait de la zone tampon où les Israéliens ont avancé. Ils ne demandent même pas de récupérer le Golan qui a été annexé en 1981. Donc le seuil ou le plafond des demandes syriennes est très très bas par rapport aux Israéliens. Mais, encore une fois, j'insiste là-dessus, il y a des voix en Israël qui veulent ouvrir un vrai dialogue avec Damas. Je pense à l'ancien Premier ministre Ehud Olmert l'a dit très ouvertement, d'autres voient des appareils, disons, sécuritaires, donc les gens qui connaissent bien le sujet, quoi. Ils savent que des choses peuvent être faites. Surtout qu'encore une fois, c'est un peu paradoxal de voir que le pouvoir de Damas, qui a finalement chassé le Hezbollah et les milices chiites de Syrie, le plus grand danger, en tout cas pour Israël, se retrouve aujourd'hui dans une position où, si les intérêts ponctuels israéliens sont le désordre, eh ben, ça rejoint les intérêts des Iraniens. Donc c'est un peu paradoxal comme situation. Et quelle était votre deuxième question? C'était le rapport de force Turquie-Iran. Ah oui, mais c'est en rapport avec Israël. Et oui. puis l'économie. En tout cas, le rapport de force, c'est que aussi les Israéliens perçoivent l'influence turque en Syrie comme un danger. Voilà. Donc ils ne veulent pas que les Turcs puissent se déployer au sud de Damas. Ce que les Turcs ambitionnaient de faire. C'est-à-dire, moi, je suis passé devant un aéroport qui s'appelle le T4, à côté de Palmyre, la fameuse ville de Palmyre qu'on connaît tous pour ses ruines, mais aussi pour sa prison. C'est un immense aéroport dans lequel les Turcs ont essayé de s'implanter et qui a été frappé par les Israéliens. Donc aujourd'hui, c'est un jeu, on va dire, le jeu en tout cas du gouvernement Netanyahou, c'est le tout sécuritaire. Sachant qu'il y a très peu de temps, les relations turco-israéliennes étaient au beau fixe. Malgré après, ça veut dire même malgré le fait, malgré ce qui se passe à Gaza, etc., etc. C'est donc, mais bon, ça c'est pas figé dans le temps. Donc, si le gouvernement Netanyahou change, la politique israélienne changera avec. Et pour l'économie, ils ont les moyens, les Syriens, de reconstruire leur pays. Et quand on parle du Liban, etc., vous pensez plutôt aux travailleurs. Mais il y a une diaspora qui est très très riche. Il y a des tycoons syriens, donc qui ont les moyens de réinvestir dans leur pays. Ce qui les empêche, c'est évidemment la situation qui reste, évidemment à la sortie de tout ce qui s'est passé, incertaine, mais aussi le fait que toutes les sanctions n'ont pas encore été levées. Donc personne n'a envie d'investir à perte ou avec un risque, disons, judiciaire, s'il met de l'argent dans le pays. Mais en tout cas, tout est fait pour que ça soit remis en route. Il y a un gros problème aussi en Syrie, c'est la corruption. Et ça aussi, c'est un grand chantier pour l'actuel pouvoir, parce que il est obligé de faire avec les gens qu'il a dans les administrations. Hein, j'aime souvent donner cet exemple, revenir sur cet exemple. La France, en 1944, toute l'administration, il a fallu faire avec. Je vous rappelle quand même que le proc qui a plaidé contre Pétain a été nommé par Pétain. Donc toutes ces problématiques sont aujourd'hui très réelles en Syrie. On a par exemple des juges antiterroristes à Alep qui l'étaient sous Assad et qui aujourd'hui
sont encore juges à Alep. Et donc ça, c'est un peu incompréhensible pour certains, mais il doit faire avec l'équipe qu'il a pour remettre le pays sur pied.